Bienvenue dans Tel Quel Talk, le podcast qui décrypte les enjeux politiques, socio-économiques et culturels qui façonnent le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Dans cet épisode, on s'intéresse à un sujet rarement abordé dans les médias et pourtant il représente un enjeu important pour notre économie, les entreprises familiales. Un enjeu important, oui, car elles représentent une part majeure de notre tissu économique, à peu près 70% selon les estimations. Et selon plusieurs analyses, les entreprises familiales contribueraient jusqu'à 60% du PIB et à plus de 30% des exportations nationales. Mais derrière ces réussites, plusieurs questions persistent. Que faire pour concilier gouvernance moderne, solidarité et efficacité économique? Comment pérenniser ces modèles sans perdre l'esprit familial? Et puis surtout, et vous le verrez, c'est une question cruciale, que faire pour assurer une transmission intergénérationnelle sereine? Pas mal de questions, on ouvre le débat aujourd'hui dans Tel Quel Talk. Et avec nous pour cet échange qui, j'en suis sûre, sera très éclairant sur l'anatomie de l'entreprise au Maroc, Jalil Ben Abbas Sarji. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, Jalil Ben Abbas Sarji. Vous êtes PDG du groupe touristique Tikida et ancien vice-président de l'Institut de l'entreprise familiale du Maroc, organisation que vous avez cofondée en 2023 et dont vous êtes évidemment toujours membre. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. En face de vous, Taïb Barada, vous êtes professeur-chercheur à l'ESCA, école de management. Bonjour à vous et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Taïb Barada, je le rappelle, vous êtes un des spécialistes marocains reconnus en matière des entreprises familiales, surtout pour ce qui est des paramètres financiers, organisationnels et ceux liés à la gouvernance. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation de Tel Quel pour ce débat. On va démarrer, si vous le voulez bien, par une question grand angle, histoire de planter le décor. Et ça sera pour vous, Taïb Barada. Est-ce que vous pouvez brièvement, si vous le permettez, nous donner une idée sur le poids réel, les particularités des entreprises familiales au Maroc? Le poids réel, on dit bien que les entreprises familiales sont le persil des économies. Ça veut dire qu'elles sont partout. Elles sont éparpillées. Elles représentent, en général, leur prévalence n'est plus à prouver parce que, en général, c'est entre 70% et 90% de représentation économique dans le poids économique des nations, selon les contextes, bien sûr. Alors, les particularités, c'est un point qui nécessite beaucoup d'approfondissement. J'essaierai un petit peu de partir sur l'essentiel. Vous savez, nous avons deux catégories globalement dans la réflexion, à la fois académique et socio-économique réelle, d'une manière concrète. Nous avons les entreprises managériales, dans lesquelles les actionnaires détiennent la propriété et qui sont administrés par des conseils d'administration. Et de l'autre côté, nous avons les entreprises familiales. Alors, les entreprises familiales, ça veut dire que vous avez une famille qui contrôle l'entreprise. Automatiquement, vous avez une famille qui contrôle l'entreprise, cela va imprégner le fonctionnement de l'entreprise de différentes manières. La première des choses, c'est que vous avez une inscription à long terme. Aujourd'hui, nous avons des entreprises qui datent depuis plusieurs siècles. Donc, c'est un phénomène intéressant. Vous avez de l'autre côté, quand vous agissez à long terme, vous êtes obligé de sortir du cadre traditionnel de la finance. Parce que vous pouvez pas avoir des actionnaires avec une rentabilité à court terme. Parce que les investissements se font en longue haleine. Et c'est ce qui explique d'ailleurs leur performance parfois supérieure, parce qu'elles font des investissements de manière raisonnable, de manière rationnelle et selon les attentes de l'économie. Parfois, on a d'autres entreprises qui sont sous la contrainte de la pression des actionnaires, des marchés financiers, qui sont obligés là où il y a plus de rentabilité. C'est intéressant ce point que vous apportez, Taïb Barada. Moi, j'ai lu quelque part que dans le monde, plusieurs observateurs et spécialistes de la question ont expliqué que les entreprises familiales seraient, et je vous repose du coup la question à vous, Jalil Ben Abbas Sarji, seraient celles qui auraient le mieux résisté durant la période Covid. Vous aurez peut-être le temps d'y répondre, mais je vous repose aussi la question à vous du coup. Est-ce que les entreprises familiales sont des entreprises comme les autres? Quelles sont leurs particularités? Et au Maroc surtout. En tout cas, c'est le modèle d'entreprise qui est majoritaire, comme le professeur Barada l'a dit. Peut-être, si vous me permettrez de corriger un tout petit chiffre qui est important, c'est que non, le poids dans le PIB, selon les pays, c'est plutôt entre 60 à 80%. Au Maroc. L'emploi, le PIB, oui, au Maroc comme dans le monde. D'accord. Comme dans le monde. D'ailleurs, sans trop rentrer dans le détail, nous prévoyons, je parle au niveau de l'association d'entreprises familiales, nous prévoyons de lancer justement une étude prochainement. C'est en train de mûrir, mais c'est très complexe, le professeur peut l'imaginer, pour trouver les bons partenaires, les bonnes bases de données, la bonne démarche, pour justement mesurer d'une manière plus scientifique et non pas estimative le poids de l'économie, dans l'emploi, ou comme vous l'avez dit, dans le PIB ou dans les exports. Et pourquoi pas les imports. Donc ça, c'est le premier point. Partant de là, c'est le modèle majoritaire.
C'est le modèle majoritaire. Je partage absolument les commentaires du professeur, qui est une analyse universitaire solide. Maintenant, oui, effectivement, il y a disons, toujours un équilibre instable entre ce qu'on peut appeler l'affectio societatis, c'est-à-dire l'attachement à la société, et l'intuitu personae ou les sujets familiaux. Il appartient aux fondateurs, aux managers, aux membres de la famille des différentes générations de trouver un équilibre gagnant et un équilibre durable. Une précision aussi en introduction, c'est que le taux de mortalité des entreprises familiales, surtout, ou des entreprises même tout court, mais surtout familiales, est extrêmement élevé, de l'ordre de 85% à partir de la 3e génération. Donc les cas qui sont au-delà de la 3e et de la 4e sont des cas très marginaux, très rares, et d'autant plus méritoires. Mais il y a 15% de survie au-delà de la 3e génération. C'est vous dire l'enjeu. Alors, ça peut être une survie tout court, ou ça peut être survie en tant qu'entreprise familiale. Alors, si elle représente jusqu'à, et vous le disiez, jusqu'à 60% du PIB. 60 à 80. 60 à 80. Absolument. Mais alors, du coup, on reste quand même, faut le dire clairement, Jalil Ben Abbas Sarraji, sur des fourchettes assez larges. Comment expliquer qu'elle pèse autant dans le PIB et qu'aujourd'hui, on manque autant de statistiques et de données claires sur les entreprises familiales, Taïeb Barada? Ça, c'est aussi le grand sujet, le grand point d'interrogation. Alors ça s'explique partiellement par l'insistance de l'ensemble des parties prenantes sur les acteurs économiques les plus grands. En général, les entreprises familiales sont pour la majorité petites et moyennes. Et donc, c'est le fait de se concentrer sur l'acteur économique qui va créer le plus de valeur ajoutée. Or, réellement, il y a un vrai problème. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Jalil Tarji, si vous perdez 85% de vos entreprises à la 3e génération, que vous avez une hémorragie au niveau économique et social, ce qui est vraiment préjudiciable et dommageable. Et le fait de s'intéresser aux investisseurs, par exemple, au niveau des lois de finances, la majorité des dispositions s'intéressent à encourager l'investissement étranger au Maroc. Et comme on dit, donc on a déjà un acteur qui est ici, donc on lui donne peu d'importance, alors que le cadre légal, lui, et institutionnel, se focalise sur des investisseurs et qui pourraient demain quitter. Parce que eux, ils sont dans une démarche comparative en termes de rentabilité davantage, alors que vous avez un acteur économique stable, résilient, qui est lié culturellement et émotionnellement au territoire et qui peut créer de la valeur ajoutée, non pas uniquement nationale, au niveau des régions. Et ça, c'est hyper important. Oui, c'est pour compléter, c'est précisément pour, comme on dit, on a donné toute l'importance nécessaire à cet acteur économique fondamental que d'abord cette l'IEF a été créée. Et c'est précisément pour pouvoir engager des études, pour pouvoir parler de manière beaucoup plus précise et non pas d'une manière généraliste. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on tente, et ça commence, et d'ailleurs c'est pour ça que votre émission a d'autant plus de valeur, et on vous en remercie, et pour le principe et pour l'invitation, on commence à ressentir que les pouvoirs publics prennent conscience et commencent à donner de la valeur au concept même d'entreprise familiale. Au Maroc, on était plutôt classiquement, je parle sous contrôle du professeur Barada, plutôt dans la logique grande, moyenne, petite entreprise et TPE ou TTPE, mais sans parler de familial. On parlera peut-être au courant de l'émission des aspects, disons, réglementaires et fiscaux et légaux qui sont fondamentaux. Il y a, en 2 mots, il y a au niveau, je suis sûr que vous nous interrogerez sur les sujets de succession, au niveau de la succession tout court, il y a un cadre favorable, mais au niveau de la structuration sous forme de holding ou d'autres formes, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et actuellement, il y a des propositions qui ont été faites au gouvernement dans le cadre de la prochaine loi de finances. Des propositions concrètes pour fixer un cadre légal, pour optimiser. Le cadre légal existe. Par exemple, sur le cadre, c'est l'article 161 bis de la loi de finances, du CGI, qui doit être amélioré, optimisé pour permettre et faciliter une meilleure structuration des entreprises familiales. Et des spécialistes plaident aussi, et je parle sous votre contrôle, Taïeb Barada, pour un régime fiscal aussi adapté. À quoi il pourrait ressembler ce régime fiscal, et plus globalement, quelles sont les pratiques qui s'opèrent ailleurs, qui fonctionnent et qu'on pourrait peut-être transposer au modèle marocain? Si on part sur les pratiques, moi, je préfère réfléchir à un cadre qui est adapté à nos besoins. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez des actionnaires familiaux qui ont tout investi dans l'entreprise. D'ailleurs, c'est l'une des particularités. Donc, ils n'ont pas d'optimisation de leur patrimoine. Donc, tu mets tout l'argent dans l'entreprise, en plus du patrimoine. Parce que quand tu vas t'endetter, tu vas même impliquer par les hypothèques, par les sûretés, les garanties, le patrimoine familial. Et après, on leur demande de payer les mêmes impositions sur les dividendes. Et donc, je trouve que c'est anormal par rapport à un actionnaire qui n'appartient pas à une famille, qui, lui, peut gérer son risque, l'optimiser. Et dans ce cas, je comprendrais qu'il paye une retenue à la source, ce qui provoque parfois
des comportements, je dirais, pervers de la part de certaines entreprises, parce qu'on va remarquer que certaines entreprises, notamment les moyennes et les petites, n'ont pas de politique de dividendes. Donc cela réduit leur transparence, donc on les pousse à agir dans un cadre où il n'y a pas de transparence, donc on les condamne à ne pas s'ouvrir. Et donc le cadre légal est hyper important. Si on parle de professionnalisation de nos entreprises familiales, on est obligé de réfléchir au parallèle, parce que le cadre légal peut avoir à la fois, comme l'a dit Sylvie Tarji, l'article 161 terre qui encourage les structurations en ligne, ça c'est bien, malgré certaines limites qui sont constatées, mais il faut aussi réfléchir sur la politique et la stratégie de l'entreprise, comment la rendre plus transparente. Et transparence, le mot est lâché, et c'est très important, c'est fondamental. Hein. Vous le savez mieux que moi, Jelib Labast Sarji. Je rappelle que vous êtes à la tête d'un grand groupe familial. J'ai envie de vous demander très spontanément, est-ce que les entreprises familiales jouent le jeu, de la transparence ? Très honnêtement, de plus en plus, mais en même temps, elles sont parfaitement représentatives de l'entreprise marocaine, avant d'être famille, tout court, dans toutes ces catégories. Encore une fois, pour citer l'IEF, parmi ses ambitions, je dirais, nobles, auxquelles nous avons tous adhéré, c'est précisément d'identifier et répondre les bonnes pratiques. Et quand on dit bonnes pratiques, ça inclut la transparence, ça inclut la gouvernance, ça inclut beaucoup de choses. Et nous voulons justement faire, ressortir la meilleure image de l'entreprise familiale, parce que classiquement, c'est quoi l'entreprise familiale au Maroc et ailleurs? C'est quoi? C'est l'héritage, c'est la rente, c'est la cuillère en argent quand on est né, c'est les mauvaises pratiques, c'est l'intuitu personnel qui dépasse l'intérêt c'est l'intérêt de la famille qui dépasse l'intérêt de l'entreprise. Ça existe. Mais ça existe ici comme ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, nous et bien d'autres, les universitaires, les écoles, les chercheurs, etc. Ça se structure pour d'abord diagnostiquer ce qu'il y a à diagnostiquer et en même temps faire ressortir les bonnes pratiques et les répandre. Donc nous participons aussi, à côté des écoles comme l'ESCA et quelques autres, à organiser des programmes de formation, justement des meilleures pratiques pour que les gens connaissent la législation. La plupart des chefs d'entreprise ne connaissent pas la législation. Et donc il y a tout un travail de pédagogie à faire et de formation. On se rend compte finalement que ce sont des initiatives prises par les premières personnes concernées. Ce n'est pas forcément des initiatives qui sont prises par les autorités, par le gouvernement, c'est pas des lignes tracées, quoi. Non, du tout. Non. Nous avons très modestement, le mérite d'avoir pris l'initiative. Et c'est une première au Maroc. Nous avons été soutenus, aidés, coachés par nos amis voisins espagnols, qui eux ont 30 ans d'avance et qui ont une association espagnole qui est extrêmement puissante. Pour vous donner juste une idée, ils ont un congrès annuel qui est ouvert ou clôturé par le chef de l'État. Le chef de l'État, avec présence de la majorité gouvernementale et présence de l'opposition. Mais ça, c'est 30 ans de travail. Donc nous ambitionnons, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, d'en arriver là, au moins au niveau gouvernemental. Quand je parle aussi de l'intervention de l'État, par exemple, un pays comme en benchmarkant, en préparant ce sujet, évidemment, j'ai fait quelques petits benchmarks à gauche et à droite. Je me suis rendu compte, par exemple, un pays comme la Turquie instaure des formations obligatoires au sein des entreprises pour anticiper cette question de transmission, pour qu'elle se déroule de la manière la plus sereine possible. Taïb Barada, est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience par rapport à l'importance de ces démarches? Est-ce que c'est des démarches fondamentales ou est-ce qu'elles restent périphériques? Est-ce qu'il y a un sursaut? Est-ce qu'on avance vers une amélioration? Non, je pense que comme ça a été précisé par Sitarji, les actions sont locales. Ça veut dire qu'il y a des initiatives privées ou collectives pour aller de l'avant. Par exemple, nous, dans la chaire des entreprises familiales ASK, nous menons nos réflexions et l'objectif, effectivement, c'est de travailler sur les problématiques principales qui ont des enjeux décisifs pour nos entreprises familiales et de dire, comme l'a dit Sitarji, d'avoir un impact sur les entreprises, de communiquer et de ressortir les meilleures pratiques. Et les thématiques sur lesquelles on revient, il n'y a pas que la transmission, parce que il y a d'autres problématiques. Il y a le conflit familial, parfois. Oui, la question de la bonne gouvernance en interne. Au fur et à mesure que les conflits familiaux sont plus graves que les conflits au sein de l'entreprise parce qu'elles se nourrissent de la relation familiale et émotionnelle. Et donc, il y a cette question aussi, parfois, qui est au-delà de la question de la succession, qui tue pas mal d'entreprises marocaines, quelle que soit leur évolution générationnelle. Donc, il y a des thématiques qui intéressent l'ensemble des acteurs. Maintenant, ce qui est hyper important, c'est que ces institutions, que ce soit l'Institut ou la chaire des entreprises familiales ou peut-être d'autres acteurs, qu'on puisse travailler en commun et pour produire des livres blancs sur les problématiques. Je pense qu'il faut avoir des forces de proposition. Vous souhaitez réagir? Oui, peut-être pour compléter, pour dire que on est parti de très bas, mais on a
passé quelques étapes. Nous avons monté quelques marches. On a déjà de l'intérêt. Il y a eu des réunions très constructives avec la Direction générale des impôts. Nous avons été aussi ouvrir un chantier de débat et de travail avec le Conseil économique et social, avec le HCP. Et lors de notre dernière assemblée générale au mois de juin dernier, nous avons eu le ministre du Commerce et de l'Industrie qui était présent, ainsi que le président de la CGM, avec lequel d'ailleurs il n'y a aucune espèce d'interférence ou de concurrence. La CGM travaille sur des sujets sectoriaux, réglementaires et autres. Nous sommes vraiment sur hors secteur, nous sommes sur l'entreprise familiale. Donc on commence à avoir de l'intérêt, on commence à avoir de l'écoute, et je suis relativement optimiste, pour ne pas dire optimiste tout court, pour penser que l'idée va faire son chemin, et va la faire relativement vite. Croisons les doigts. Sur la question de l'emploi, j'aimerais bien qu'on ouvre une parenthèse très rapide. Comment ça se passe, tiens, le recrutement, et je vous la repose du coup à vous, la question, Jalib Labès-Saji. Comment ça se passe le recrutement au niveau des entreprises familiales? Alors moi, je suis mal placé pour vous répondre. Peut-être le professeur sera mieux placé. Moi, je peux vous parler d'un exemple parmi d'autres. Chez nous, c'est la compétence d'abord, et puis ensuite la compétence. Et ensuite, on discute. Chez nous, il y a peut-être 3 personnes de la famille sur 3000 employés, déjà, pour commencer. Donc, c'est modeste. Donc, chez nous, c'est la compétence, c'est les bonnes pratiques. Quand il y a coïncidence, ben, ça coïncide. Quand il n'y a pas coïncidence, il n'y a pas coïncidence. J'ai lu quelque part que les entreprises familiales avaient parfois du mal à attirer les compétences. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat, Tebarada? Comment ça se passe concrètement au Maroc? En général, ce qui est important, c'est de dire, quand on parle de compétences dans le cas de l'entreprise familiale, il faut séparer la compétence professionnelle de la compétence d'actionnaire. Ça, c'est hyper important. Voilà. Quand on parle de la compétence professionnelle, je pense que ça dépend de l'image de l'entreprise. Il y a des entreprises familiales qui ont une très belle image sur le marché et qui attirent. On a des groupes bancaires, on a des groupes d'assurance, on a des groupes touristiques. Par exemple, Tikida n'a pas de problème vu l'image qui a été construite et la réputation sur le marché. Et il y a des entreprises familiales opaques, des moyennes, voilà. Et c'est là où le problème arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte d'autosuffisance. Et donc ce manque de professionnalisme aggrave l'image qui elle-même va rejaillir sur la capacité. Il n'y a pas d'analyse linéaire à poser sur ça. C'est vraiment du cas par cas en fonction du secteur dans lequel Tout à fait. On déploie aussi son activité. Ça dépend du secteur, ça dépend de la taille, ça dépend de la conscience de la famille. Je dirais une chose hyper importante. Les entreprises familiales, comme l'a dit Sijeli Tarji, elles sont partout. Mais c'est une composante en termes de morphologie à géométrie variable. Ça veut dire qu'on peut pas dire l'entreprise familiale et d'avoir une vision unifiée. Et donc les grandes entreprises structurées professionnelles, elles agissent comme leur ex-aequo. Il n'y a aucun problème. Elles ont des process, elles ont un besoin, elles ont un problème d'adéquation entre profil et compétences nécessaires dans le cadre d'une vision stratégique. Mais quand on est PME, c'est vrai que le problème se pose pas uniquement avec les salariés. Ça se pose même avec les marchés financiers, avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, c'est cette question de professionnalisation et de sensibilisation qui est hyper importante aujourd'hui. Au-delà de la question de la succession. Il y a la succession. La succession, il y a la partie, je dirais, émotionnelle et affective de la famille qu'il faut savoir exfiltrer ou au moins maîtriser. Et il y a la question du fonctionnement interne des sociétés, ce que chez nous, on appelle professionnalisation. Et les entreprises familiales, on s'en rend compte, sont d'une importance aussi vitale. Lorsqu'on parle d'emploi, j'ai lu dans une note du HCP qu'elle créerait jusqu'à 2 emplois sur 3 en fonction des régions du Maroc et dans certaines activités. Puisque on le disait en introduction, tous les agrégats macroéconomiques, on est dans une fourchette de 60 à 80. Et nos ambitions, c'est de justement mener les études qu'il faut pour avoir des chiffres plus réels, plus fins qu'une fourchette qui reste indicative. Mais qui est réel. Alors, on va parler quand même du sujet qui fâche. Et c'est, on l'abordait juste avant le début de l'émission avec vous, Monsieur Borade, c'est la question de la transmission. C'est une question qui est quand même primordiale car elle implique la survie de l'entreprise, plus globalement son bon fonctionnement, sa rentabilité. Le pourcentage de réussite d'une transmission dans le monde varie entre 8 à 15%. C'est un taux extrêmement faible. Le Maroc, alors, comment ça se passe, messieurs? Je pense. Encore une fois, je sais que vous n'avez pas encore de statistiques exhaustives, mais votre ressenti. Notre ressenti, c'est que nous sommes vraiment dans les normes mondiales entre guillemets, puisque nous sommes une économie intermédiaire, donc on est un petit peu la synthèse des deux. Et là, je dirais que la question de la transmission, de l'anticipation, etc., c'est aussi beaucoup lié, bien sûr, à la taille de l'entreprise qui joue beaucoup, mais c'est lié aussi aux valeurs de la famille. Et à l'histoire de la famille. Parce que qu'on ait 50 employés, ou 500, ou 5000, c'est comment la famille fonctionne,
ça se répercute sur un petit peu comment l'entreprise fonctionne. Quand la famille a l'intention vraiment, disons, et puis que ça dépend comment est-ce qu'on veut se projeter par rapport pour être sur des sujets très très terre à terre, sur sharia, pas sharia, sur anticiper, faire structuration du vivant ou pas. Donc le fait de pouvoir ou pas aborder des sujets tabous devant les personnes conseillées. Nous sommes une famille très libérale, mais je comprends très bien que de temps en temps, quand on aborde des sujets avec mon père, qui a 89 ans, et qui est en pleine forme, des fois il est très confortable, mais des fois je sens qu'il est pas du tout confortable. Mais quand il faut y aller, il faut aller. Quand il faut discuter. Mais en même temps, il y a un ressenti humain et c'est tout à fait normal. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Même quand nous avons pris un chemin pour le schématiser depuis maintenant pratiquement 15 ans. C'est plusieurs étapes. On arrive maintenant à la toute dernière étape parce qu'on attendait justement que le cadre fiscal soit plus convenable, etc., etc. Et c'est pas toujours facile. Même quand on a une éducation libérale et qu'on veut aller de l'avant. Barada, une réaction. Je compléterai la réflexion de M. Tarji. Je dirais qu'il y a deux sortes de réflexions à mener. Il y a la réflexion familiale, et là, il y a le contexte culturel et religieux, parce que c'est un tabou de dire à ton père. Il y a aussi un contexte culturel. Exactement, c'est le contexte beaucoup, culturel. Oui. Les entreprises familiales sont plus perméables que les autres entreprises à leur contexte socio-culturel et religieux. Et donc, c'est bloquant. La deuxième question qui se pose, c'est de poser la question, est-ce qu'on a vraiment les compétences pour continuer au niveau professionnel au sein de la famille? Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a la compétence de l'actionnaire, il y a la compétence de management. Et on peut rester entreprise familiale en termes de contrôle et d'actionnariat, mais en externalisant le management opérationnel, stratégique parfois, avec des degrés d'intervention de la famille. Aujourd'hui, aux États-Unis ou là, en Occident, et ça vient chez nous, on a remarqué ça au niveau de nos recherches, les familles s'organisent avec des comités, des conseils familiaux, avec des chartes familiales. Et donc aujourd'hui, il y a une ouverture. Maintenant, il faut y arriver. Il faut généraliser. Il faut partir dans un travail de généralisation. Est-ce que les familles acceptent l'assistance extérieure? Est-ce que ça se démocratise, ça? Écoutez, de se faire conseiller mon petit point de vue, je dirais plutôt oui. Il y a une belle tendance qui est en train de prendre. On est au début d'une belle histoire. Je répète encore une fois, l'IEF contribue à côté d'autres acteurs. Nous sommes assez, regardons au niveau de la cooptation de nos membres. Aujourd'hui, on est autour de 50, mais c'était notre objectif. On ne veut pas aller ni à 100, ni à 200, ni à 300. On veut servir d'exemple. Nos travaux sont destinés à être partagés par le plus grand nombre quand ils seront disponibles. Donc, il y a les formations également. Donc, et nous, si vous voulez, l'objectif numéro 1, c'est le développement des bonnes pratiques. Et nous avons de beaux exemples, qu'on ne va pas nécessairement citer, mais des exemples d'entreprises qui ont 50, qui ont 500, qui ont 5000 employés, qui peuvent servir d'exemple à tout le tissu. Je suis optimiste. Je suis optimiste quand je vois la réaction des pouvoirs publics. Je suis optimiste. Et pour vous donner un exemple, j'entends de plus en plus de familles, quoi que ce soit un sujet très personnel et très, individuel, de plus en plus de familles qui veulent répartir le patrimoine à égalité de parts. Garçon ou fille. C'est devenu presque banal. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui le disent sont représentatifs du tissu général. Mais ça a quand même valeur d'exemple. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens, que ce soit des familles où il n'y a que des filles, ou des familles comme chez nous, il y a des filles et des garçons, eh bien, c'est devenu presque normal. Il faut que ça se répande. Et moi, il y a une question un peu plus personnelle que je souhaiterais vous adresser, Jalil Ben Abbas Saarji. Est-ce qu'il y a des particularités générationnelles dans le mode de transmission c'est-à-dire la manière dans laquelle votre père vous a transmis l'entreprise, est-ce la même avec laquelle vous êtes en train aussi de transmettre à votre fils? Alors, ce qui est certain, disons que moi, je suis la génération intermédiaire, puisque là, il y a mon fils qui est déjà là, mes enfants qui sont là, donc on est pratiquement la troisième. Moi, je suis presque un passeur. Ce qui est certain, c'est que moi, j'en suis tellement convaincu que le jour où la question se posera, je le ferai le plus vite possible. J'attendrai pas. Moi, j'ai eu, pour exemple, des familles que M. Brada connaît, qui 10 ans avant le décès du chef de famille, fondateur, etc., 10 ans, le fondateur avait déjà tout structuré, tout donné, tout machin. Et quand il a besoin de quelque chose, il faisait appel à ses enfants. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'au moment de la tristesse auquel vous comprenez, eh bien, à ce moment-là, on ne s'occupe plus de ces sujets. On est dans le deuil, etc. Mais on n'a plus à se soucier de structuration. Et plus on tarde, je veux dire une palissade, mais il faut le dire, plus on tarde, plus c'est compliqué. Vous savez très bien autour de vous des successions qui durent 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le secret, c'est l'anticipation. Voilà. Non, et puis surtout, la vie des ayants droit après
les moments tragiques, ok, qui peuvent durer 10 ans de, pardon de l'expression, 10 ans de tkarfis, 20 ans de tkarfis, 30 ans de tkarfis, pourquoi finalement? Et en altérant les relations des membres de la famille. Bien sûr, parce qu'il y a la notion de l'affect qui est très important. On l'a compris depuis le début de cet échange, qui pèse beaucoup en fait finalement quand on parle des entreprises familiales. Est-ce qu'il y a des situations aussi, j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal, où les enfants ne veulent pas reprendre l'entreprise? Comment ça se passe? Est-ce qu'on ouvre l'actionnariat de l'entreprise à d'autres personnes? On élargit le tour de table? Et comment réagissent aussi, les actionnaires externes et les investisseurs externes par rapport aux entreprises familiales? Est-ce que ça représente des actifs attractifs pour eux ou pas? Bien sûr, bien sûr. Il y a deux points de vue qui sont importants. Il y a l'anticipation qui est importante parce que quand on veut pas assurer la succession au sein de la famille, il faut savoir vendre et maintenir le contrôle familial parce que vous allez maintenir le nom de la famille. La question culturelle fait que les gens ne veulent pas transmettre le nom de leur famille. Ça, on l'a remarqué sur certaines situations. La deuxième situation, c'est que quand on n'anticipe pas, on ne se prépare pas par rapport à la situation financière et juridique pour vendre. Parce que quand vous vendez un historique, vous vendez 60 ans de votre histoire, il y a le risque avec. Et donc, pour avoir cette capacité, il faut s'organiser à moyen long terme pour fiabiliser l'information, pour préparer les structures, parce que là, il y a les salariés qui sont émotionnellement rattachés à la famille. Et donc, toute cette question nécessite beaucoup d'anticipation. Ça veut dire, comme l'a dit Sijeli Tarji, à 10 ans, il faut savoir est-ce qu'on va garder en famille ou là, on va laisser l'entreprise vivre. On va la perpétuer, la pérenniser, mais entre d'autres mains. Quitte à rester minoritaire. Quitte à garder une participation dans le conseil de surveillance, mais c'est des questions fondamentales. Ça, c'est la première question. Sur la deuxième question d'attractivité, moi je vous dis, il y a toujours une approche traditionnelle. Et aujourd'hui, les investisseurs, c'est vrai qu'ils prennent en compte la famille, et la famille, elle se prend en compte à travers un facteur qui est hyper important. Les investisseurs nous le disent. Si je dois investir dans une entreprise non familiale, la continuité est spontanée. Si je suis dans une entreprise non familiale, la question de la succession se rajoute à la question financière. C'est ça. Et donc, la valeur de l'entreprise, c'est deux composantes. C'est les Américains disent, il y a l'actif, il y a le goodwill. Le goodwill dans l'entreprise familiale n'est pas sécurisé. Si vous n'avez pas d'assurance de succession, il n'y a pas d'opportunité d'investissement. Or, ce qui est très grave, et je tiens à le préciser, c'est que ce sont ces moments douloureux qui fragilisent l'entreprise familiale quand ils sont mal préparés. On a eu beaucoup de faillites, beaucoup de conflits familiaux, parce que la préparation de la succession, imaginez que vous avez un banquier, c'est des relations de one-to-one, c'est des relations personnelles. Donc, si le fondateur ne prépare pas son fils à s'assurer de la relation avec les banquiers, à la pérenniser à moyen terme, alors la famille perd la relation avec la banque. J'ai pris par exemple la banque, et c'est généralisable. Je voulais juste tenir à préciser un point. Je vous en prie, au niveau de la chaire, parce que j'aimerais bien en parler, on a toujours au sein de la chaire des entreprises familiales, au sein de l'ESCA, on le rappelle, au sein de ESCA École de Management, bien sûr, dit la chose suivante. On a de plus en plus besoin d'études de cas des entreprises qui réussissent. Parce qu'il y a les publications normales, les études, ça c'est hyper important, mais je pense qu'il y a aussi la présence de l'étude de cas qui est le meilleur moyen de diffuser les meilleures pratiques sur les entreprises familiales. Et je pense que cette méthodologie de pédagogie, parce que ça reste la pédagogie, est hyper importante parce que les gens ne savent pas. Et il faut qu'on puisse travailler, nous, les structures qui s'intéressent à cette question sur ce volet de dissémination. L'Institut des entreprises familiales semble plancher sur cette thématique également. Et vous souhaitiez réagir? Complètement, oui. Peut-être répondre à votre question, votre dernière question. C'est que quand il y a un sujet sur une succession, comme vous l'avez dit, une génération qui ne veut pas continuer, etc., il y a deux solutions. Ça a été largement bien commenté par Sebrada, mais peut-être compléter un petit peu. Il y a, on vend, et on prend le temps à l'avance de vendre aux meilleures conditions, mais il y a aussi, on vend pas, mais on professionnalise le management. Donc, il y a aussi des entreprises dans lesquelles la famille siège au conseil, c'est très courant, et avec un DG professionnel. Pas un DG professionnel, un DG compétent, un DG statutaire, pas un DG salarié. Et ça se fait beaucoup. Et le plus important, c'est vraiment de l'anticiper, etc. Et de s'organiser en conséquence, sachant que c'est pas des choses qui se font en 12-18 mois, c'est des choses qui se font sur 4, 5, 6, 8, 10 ans. Et donc, c'est très important. C'était pour dire que le point très important sur lequel on n'insiste pas assez, qui devrait encourager, disons, les chefs de famille, les chefs d'entreprise à se préparer à l'avance, c'est que
une succession mal réussie peut détruire une famille. Et la famille, en elle-même, vaut beaucoup. Donc, nous, quand on a travaillé, et beaucoup d'autres, travaillé à programmer, à discuter la structuration comme ci, comme ça, etc., etc., moi, j'avais tout le temps, et je sais aussi que mon père, c'est la même chose, tout le temps, au fond de l'esprit, le fait de préserver l'harmonie de la famille, préserver l'équipe, et Très préserver important. l'affection qu'il y a entre les membres de la famille. Et plus c'est fait d'une manière équilibrée, plus la famille elle-même, parce qu'il faut dire aussi que la famille, c'est un sujet en soi. Aujourd'hui, on parle de l'entreprise familiale, c'est un sujet très important, mais la famille elle-même est un sujet ça. Donc, moi, j'ai tout le temps à l'esprit, et quand ça sera mon tour, comme on dit, eh bien, j'aurai toujours ça à l'esprit. C'est préserver la famille en réussissant la structuration de l'entreprise. Alors, parce qu'on a vu beaucoup de familles se détruire, beaucoup de familles se déchirer, qui a un double effet négatif, l'entreprise souffre et la famille souffre. Il y a possibilité d'inverser ça. Il y a ces fragilités qu'on vient d'évoquer et puis ce nœud gordien qu'est la transmission. Mais en dehors de ce point, on l'a compris, qui nécessite beaucoup d'anticipation, beaucoup de professionnalisation et beaucoup de lucidité aussi dans cette transmission intergénérationnelle. Quelles sont c'est vraiment une question très large, je sais, mais je vais la poser. Taïeb Barada, quelles sont les forces que les entreprises familiales ont et que les entreprises classiques n'ont pas, par exemple? Alors, tout là-dessus, c'est hyper important. Merci pour la question. Le point le plus important, c'est la confiance. Parce que c'est de la confiance que naît l'engagement. Ouais. Et l'engagement familial est une question de confiance. D'où l'intérêt de préserver les structures familiales et d'avoir une gouvernance, non pas uniquement pour l'entreprise, mais d'avoir des instances. Parce qu'au début, quand on dit aux Américains, définissez-nous une entreprise familiale, ils nous disent c'est une entreprise dont le conseil d'administration se réunit 2 fois par jour, au déjeuner et au dîner. Mais avec l'arrivée des autres générations, on a besoin de renforcer la gouvernance. Donc il faut vraiment être conscient qu'il y a 2 structures de gouvernance complémentaires. Il y a les conseils d'administration, et si on les ouvre, tant mieux, parce que ça va renforcer la transparence et la prise de décision. Et il y a les instances familiales. Et plus on grandit, la confédération de cousins, on peut pas la gérer que comme sur une table de déjeuner. Et donc les familles maintiennent des déjeuners familiaux. Les dimanches, on a des conseils, on a des chartes familiales. On a des chartes familiales qui sont hyper importantes parce que même quand il y a le germe... J'imagine qu'il doit y avoir des rituels aussi très particuliers pour chaque entreprise, pour chaque famille. Il faut neutraliser les germes des conflits. Et la rencontre est une façon de neutraliser, de garder le consensus familial. C'est hyper important. Il y a une question dont on n'a pas traité et qui me tient à cœur. Je vous en prie. Vous savez, nous sommes dans un contexte culturel et religieux particulier. La structure de la famille se reflète dans l'entreprise. Dans la majorité de nos familles, la femme est reléguée au second plan. Je parle pas des entreprises qui sont arrivées à un certain niveau de conscience ou de réflexion, mais je parle de l'entreprise familiale lambda dans des régions parfois qui ont des cultures très tendues par rapport à la question religieuse, de la culturelle, et qui, de manière fausse, je dirais pas que la religion réduit la femme, du tout. Je suis en train de dire que la structure familiale archaïque il y a des croyances, des représentations sociales dans l'entreprise. D'où la question du genre. Être la femme, demain, c'est ses enfants. Je le dis toujours à mes clients dans le cabinet. Je dis, si tu négliges un neveu, c'est demain un abus de majorité. Parce que ta comptabilité, est-ce que tu l'as défendu par rapport aux conventions, par rapport aux comptes courants? Est-ce que tu te prépares? Cette question est fondamentale. D'abord, par rapport à la notion d'équité, qui est une des valeurs fondamentales. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez éviter le conflit, il faut aussi gérer l'ensemble des dimensions, je dirais, familiales. Pas assez féministe, l'entreprise familiale? Probablement, parce qu'elle est à l'image de la société. Tout simplement. Et donc, on est encore en attente de cette réforme de Moudouana. Comme le disait une ancienne ministre, aucun parti politique n'a été à la hauteur des attentes de Sa Majesté. Et donc, on en attend encore beaucoup. Et c'est un cadre essentiel. Et l'entreprise familiale est à l'image de la société, est à l'image du Maroc. Donc, on essaie de tirer tout vers le haut. Peut-être une question pour clôturer cet échange très éclairant sur le sujet. Quelle action prioritaire lancer aujourd'hui pour sécuriser l'avenir de ces entreprises? Si vous deviez en choisir une. Taïeb Barada. Si je devais en choisir une, c'est de dire mettre en place des actions par le gouvernement qui sont spécifiques à l'entreprise familiale, à tous les niveaux. Au niveau du cadre légal, au niveau de cadre pédagogie, au niveau du cadre de la communication autour de l'entreprise familiale, d'avoir des places dans les institutions officielles, c'est hyper important. Je voulais revenir sur pas une demande, mais sur une précision rapidement. Le cadre légal fiscal
nous donne pas mal de choses, comme l'a dit Sijalil Tarji. Mais on a toujours quelques défaillances, quelques insuffisances qui font que l'appareillage juridique et fiscal est toujours insuffisant. Je peux prendre rapidement un exemple, mais vraiment rapidement. C'est l'article 161 ter sur les holdings. Si vous avez fait donation à vos entreprises, vous n'avez plus l'avantage fiscal. Parce que vous devez apporter toutes les parts sociales avec l'ensemble de la propriété. Donc on enlève un avantage, on donne un avantage, on le bloque en même temps. Et cette réflexion interpelle les pouvoirs publics de réfléchir à un cadre complet, parce que sinon il n'est pas opérationnel. Je vous pose la même question, Jalil Ben Abbas Tarji. De manière très terre à terre, c'est la disposition que nous avons essayé d'introduire dans le projet de loi de finances 2026. C'est effectivement la question des restructurations. Et d'une manière plus générale, c'est généraliser, organiser la pédagogie, l'information au plus grand nombre pour montrer qu'il y a des voies possibles et des voies qui sont à portée de main. Merci messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Jalil Ben Abbas Tarji. Je rappelle que vous êtes administrateur et directeur général du groupe touristique Tikida et vous êtes ancien vice-président de l'Institut des entreprises de l'entreprise familiale du Maroc, organisation dont vous êtes toujours membre et que vous avez cofondée en 2023. Merci Jalil d'avoir été parmi nous aujourd'hui. En face de vous, c'était Taïeb Brada. Merci professeur d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc chercheur au sein de l'ESCA, école de management, professeur également, et vous êtes l'un des spécialistes marocains reconnus en matière d'entreprise familiale. Et c'est à la fin de cet épisode de Tel Quel Talk. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Clin d'œil à Adam Harshawi qui est à la manœuvre aujourd'hui, responsable audiovisuel, je le rappelle. À bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à telquel.ma pour suivre l'essentiel de l'actualité nationale et internationale.